لالا نبيل منيب مرحبا بك. سي عمار مرحبا بك. Je ne fais pas de présentation de personne, je passe directement au vif du sujet. C'est l'empreinte qu'on essaye de donner à cette émission. Alors, vous me permettez, je vais quand même faire un petit préambule avant de vous poser la première question au professeur Mounib. Des événements particuliers ont marqué les 2 dernières décennies avec des effets négatifs lourds, en conséquence pour presque l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, mis à part les géants de l'économie et des finances qui ont profité pour façonner et renforcer leur position dominante dans un nouvel ordre mondial. Les faits considérés comme les plus déterminants, le Patriot Act, le réchauffement climatique, la poussée de groupes extrémistes lourdement armés et qui se déclarent religieux, la crise financière de 2008, la crise des subprimes, les soulèvements populaires dans plusieurs pays arabes et qui avaient fait éjecter leurs leaders, la crise grecque, des guerres et des guérillas en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie, quelques invasions, notamment celle de la Crimée, et tout dernièrement, la pandémie du coronavirus. Tous ces faits ont finalement convergé vers le renforcement du nouveau modèle de capitalisme féroce, façonné et supervisé par une oligarchie dominante aux moyens financiers astronomiques et utilisant des outils de travail et de manipulation très concluants, avec la contribution d'institutions et d'organisations internationales. Je cite juste à titre d'exemple l'OMC, pour les gens qui ne connaissent pas, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation internationale du travail, la BCE, l'OCDE, bien entendu le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. Le mode d'emploi de cette oligarchie géante n'a rien de génial. Elle fait fabriquer des moules sur mesure, selon les circonstances, pour en faire sortir des consommateurs de biens et de pensées, utiles et inutiles, mais surtout de superflus. Le but étant donc de contrôler le mode de vie au quotidien pour booster la consommation et de faire incruster dans l'esprit des gens, le maximum de gens, une idée toute faite à des fins de contrôle total et permanent. Moi je dis, sauf imprévu du destin, ce mode d'emploi sera probablement achevé avec la maîtrise totale de l'intelligence artificielle. D'où ma question. Professeur Mounib, est-ce que dans ce cas de figure, la recherche de l'égalitarisme est réaliste et possible? Ou c'est juste un moyen démagogique pour faire noyer le poisson et élaboré surtout ou avancé surtout par une bourgeoisie qui se veut contestataire, progressiste, activiste? Alors merci beaucoup Monsieur Rali Brada, bonjour Abou Ammar, merci pour votre émission. Je suis honoré d'être parmi les premiers peut-être à intervenir dans cette émission-là. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler français, on va parler français. De toute façon, les Marocains, pour leur grande majorité, sont bilingues. Ils sont même trilingues, puisque nous avons 2 langues officielles, l'Amazighiya ou l'Arabia. Et bien sûr, le français est maîtrisé par beaucoup de Marocains, avec d'autres langues. Bien, quelle que soit la langue que nous n'allons pas utiliser, c'est la langue de bois. C'est ça ce qu'on ne devrait pas. Donc vous avez essayé de dresser un tableau un petit peu de la situation mondiale. Quels sont les éléments qui sont à la tête de cette situation mondiale et ses effets sur l'humanité. Moi, je dirais, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de récent. Ça date au moins d'une 40aine d'années. Parce que le point d'inflexion fondamental qu'a connu la géopolitique internationale, c'est celui des années 80, avec l'arrivée de Thatcher et de Reagan, où nous avons vu ce qu'on appelle les nouveaux conservateurs mettre en place leur système. Ce système-là a accentué davantage le néolibéralisme, c'est pour ça qu'on parle de néolibéralisme, de nouvelle phase de néolibéralisme, qui veut dire que l'économique et le monde de la finance
exerce une sorte de super pouvoir par rapport à tous les restes. Ce qui nous a conduit à la perte de souveraineté, non pas seulement dans les pays en voie de développement, mais dans les pays occidentaux en général, où on commence à parler du déni de la démocratie. Parce que dans ces pays-là, il y a de la démocratie, les élus à la plus grande échelle, c'est-à-dire président de la République ou chef d'État, eh bien, ces gens-là sont élus, pas comme chez nous, de manière tout à fait transparente, etc. Mais ils se voient privés de leur pouvoir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que soumis aux lois du marché, soumis aux traités internationaux, soumis aux groupes financiers, économiques et aux GAFA, qui sont les grands médias, eh bien, ces États ont vu perdre leur pouvoir politique, leur pouvoir de décision. Donc, on est dans cette situation-là, on est des sortes de pantins à la maîtrise des institutions financières internationales, économiques, financières, et aussi des GAFA, qui sont aussi achetés par cette oligarchie, dont est orientée et contrôlée par cette oligarchie dont vous avez parlé il y a un instant. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des peuples ? Il y a eu un creusement des inégalités très, très grave. Même dans les pays occidentaux, la faille dont parle Thomas Piketty dans son premier livre énorme, où il parle du capital au XXIe siècle, dans son deuxième livre qui était Capital et idéologie, et puis dans son troisième livre qui est sorti en fin de l'année dernière, où il dit vivement le socialisme. Pourquoi ? Il dit moi je suis libéral, je n'aurais jamais pensé un jour dire vivement le socialisme. Bon, le socialisme, on ne va pas en faire une démonstration aujourd'hui. Oui. C'est pour lui, c'est un impératif pour réduire les inégalités, bien sûr sociales, régionales, mais aussi de genre. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce néolibéralisme, malgré sa crise terrible, parce qu'il a entraîné non pas seulement cette faille entre les humains, mais aussi une catastrophe environnementale, dont nous voyons l'un des effets aujourd'hui avec la crise du Covid, parce que là, ça ne va pas s'arrêter là. Nous espérons que ça va s'arrêter là. Mais donc, cet auteur, Thomas Piketty, comme d'autres penseurs de notre temps, ils nous interpellent, ils nous disent, écoutez, le monde est complexe, l'être humain est complexe, et cet être humain, en fait, il n'a jamais été gentil, ni égalitaire, ni solidaire, ni rien du tout. Il était obligé par certaines lois qu'on a mises en place, les droits humains, les différentes vagues de droits humains, mais aujourd'hui, nous sommes face à une grosse faille. D'où le lien avec votre question, c'est-à-dire l'égalitarisme. Est-ce que c'est vraiment une petite histoire pour amuser la galerie, ou alors est-ce que c'est un vrai débat ? C'est un vrai débat. Donc en fait, il faut rappeler, s'il le faut, que nos sociétés sont à l'origine des sociétés patriarcales. Donc des sociétés patriarcales, et le patriarcat, c'est un système de domination masculine tout azimut. Politique, économique, sociale et même culturelle. Donc qui voit que la femme est un être inférieur qui doit rester sous tutelle. Cette définition est accentuée dans nos sociétés qui n'ont rien à voir ni avec la modernité, ni avec la civilité, ni avec le développement. Et où, justement, à cause du virage en U que l'humanité a subi dans les années 80, elle a perdu beaucoup. Pourquoi ? Eh bien parce que l'orientation mondiale était vers casser l'école publique, casser l'université publique, casser la recherche scientifique, etc. Donc en fait, on est allé... À votre avis, est-ce que c'est cassé ou c'est négligé ou c'est justement... C'est un choix. Non, d'accord, c'est un choix, mais qui est derrière. Est-ce que là je rebondis sur ce que vous avez dit. Je ne veux pas qu'on rentre justement pour le cas marocain. Moi, j'ai posé une question d'ordre, si vous voulez, philosophique et d'ordre général. Et vous avez déjà répondu à une deuxième question. Je vais poser à Marc dans ce cas-là. Non, mais je voulais juste vous dire, est-ce que vous citez donc le penseur, mais aujourd'hui, on a cassé, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce que dit Attali d'ailleurs, et
il y a déjà un gouvernement mondial en place qui est en train d'exercer, il est en gestation, et il est exercé justement ses pouvoirs. Et la meilleure manifestation, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie et avec l'outil de l'Organisation mondiale de la santé. Je viendrai sur des cas tout à l'heure, enfin juste après, pour vous dire que de toute façon, même les gouvernements aujourd'hui des pays ne sont plus libres. Ça veut dire que vous êtes là, vous répondez, vous êtes en train de répondre même à des questions que je vais, c'est extraordinaire. Bon, ça c'est votre justement votre façon de voir. Permettez, je vais juste compléter. Je ne vais pas être longue parce que pour laisser la place au débat et à Ammar pour parler aussi. Non, c'est intéressant. Vous êtes là justement pour apporter les réponses. Vous n'êtes pas juste pour que vous êtes là pour apporter des réponses. Exact. Donc en fait, les réponses quand même, des réponses assez. De toute façon, il y a aussi une crise de sens, une crise d'idées. Le monde entier est en train de chercher de nouvelles idées pour nous en sortir justement de cette crise. Bon, est-ce qu'il faut abdiquer? Est-ce qu'il faut dire que voilà, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, etc. On va rien faire, on ne peut rien faire. Au contraire, je pense que la réflexion doit continuer et l'action avec aussi, comme on peut. Alors, je vais juste répondre à votre question pour arriver rapidement à faire le lien avec l'égalitarisme. Le choix qui aujourd'hui, ou les choix qui sont aujourd'hui opérés au niveau de l'école publique, de l'université publique, ce sont des choix mûrement réfléchis. Aujourd'hui, on veut orienter le monde. Parce que pour maîtriser 9 milliards, il faut que la minorité qui maîtrise ce monde ait devant elle une masse qui est ignorante, qui pense avoir compris et qui n'a rien compris. Donc c'est un enseignement minimaliste, utilitariste qui est prôné. Et il y a comment il s'appelle, Alain Deneau, dans son livre La médiocratie, qui en parle très très bien. Donc nous, pour cette question d'égalitarisme, pour nous, c'est une bouée de sauvetage incroyable. Ce matin, je répondais à une interview, parce qu'il va y avoir demain un congrès mondial sur la génération égalitaire. Génération égalitaire. Mais j'ai même pas, je ne savais pas et j'ai pensé à la question. Exactement. Donc ils me disent, alors madame, qu'est-ce que vous pensez? Je dis, voilà, écoutez, c'est simple. Nous, on a été empêchés de réaliser l'égalité, au moins dans nos mentalités. Pourquoi? Parce qu'on est dans des sociétés qui sont patriarcales, et en même temps, avec les frustrations, les inégalités, les courants fondamentaux, ils ont la belle vie en ce moment-là. Donc le repli, comme dit Amin Malouf, quand on est humilié, on n'a pas réussi à nous développer, etc., alors on se retourne vers l'être qu'on considère le plus faible. Eh bien la femme, il faut qu'elle retourne à la maison, la femme. Alors que, normalement, nous avons un précieux outil dans la Constitution marocaine de 2011, l'article 19, qui parle de l'égalité dans tous les droits, et qui parle de la mise en place d'un outil pour garantir la parité. La parité, c'est quoi? C'est pas mettre 50% de femmes, 50% d'hommes. Et les 50% des femmes, elles ouvrent la porte, et les 50% d'hommes, ils gouvernent et ils font les lois. Non. 50% de femmes au niveau des centres de pouvoir politique et économique, et à toutes les échelles. Donc, pour moi, encore faut-il qu'elle soit capable de l'assumer et qu'elle soit à la hauteur, bien sûr. Ça, c'est une réflexion d'homme, elle est magnifique. Non, ça n'a rien de... c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Vous êtes un contradicteur aussi, vous voulez qu'on parle, c'est sûr, c'est pas votre avis. Je ne peux pas, je ne suis pas, au contraire... Vous parlez à quelqu'un qui défend beaucoup les femmes, mais je le comprends. Mais donc, moi, c'est l'esprit, c'est plutôt ce qui intéresse le plus, c'est la valeur, la valeur ajoutée que la personne va apporter, exactement. Abstraction faite de son sexe. La femme, moi j'ai toujours parlé de je donne cet exemple. La femme, elle peut préparer un tagine, elle sait doser le sel, le poivre, le gingembre, elle sait tout doser et tout. Donc elle sait faire un tagine, elle peut faire un état. C'est question de dosage, et en même temps, elle élève ses enfants, elle fait le ménage, elle est inscrite dans un syndicat, ou voire dans un parti, et aussi elle est infirmière, ou médecin, ou professeur, ou n'importe quoi. Mais j'irai plus loin avec vous. Même sans être politique, même sans être une femme politique, elle peut juste être une femme, c'est ce que nous voyons aujourd'hui partout, dans notre société, qui peut être une femme juste de foyer. Moi je pense à ma mère, qui, vous voyez, et qui peut réaliser des merveilles sur tous les plans, sur le plan de l'éducation. Là, je reviendrai sur le plan de l'éducation. L'éducation, c'est la famille. Et la famille, c'est le modèle du leadership. Donc, tout est lié. Vous avez raison. Moi, je dirais même pas juste femme au foyer. La femme au foyer, en majuscule, c'est très important. C'est une fonction plurielle. Et les femmes l'assument
magnifiquement bien. Elles ont élevé des médecins, des professeurs, tout. Elles ont maintenu la paix sociale, elles ont fait beaucoup. La femme, elle élève les enfants, elle va faire de la broderie, elle va aider son mari. Ça, je suis d'accord avec vous et personne ne va vous contredire. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, moi je veux dire, c'est à vous d'apporter les... Mais c'est aussi une question, un constat. Oui. Si le Maroc, c'est un point de vue personnel, si le Maroc est resté sous-développé et n'a pas émergé depuis un bon bout de temps, c'est parce que à cause de la femme qu'on n'a pas laissé s'instruire, s'éduquer, aller à l'école. La femme a commencé à aller à l'école. Moi, je me rappelle, j'ai une sœur qui a été la première promotion du service civil en 1973, et c'était un miracle de voir une fille majeure de la promotion, la première. Nous sommes d'accord. Sur ce plan-là, personne ne peut vous contredire. Mais moi, je parle de l'égalitarisme, si vous voulez. La réalité, est-ce que, en tant que femme politique, en tant qu'activiste, en tant que femme de gauche, en tant qu'une femme complètement investie dans votre combat politique depuis toujours, au détriment de votre vie personnelle, au détriment de beaucoup de choses, est-ce que vous pensez que l'égalitarisme est réaliste et possible sur le plan pratique avec entre guillemets, un gouvernement mondial. Et là, excusez-moi, pour donner quand même, pour ne pas être là, on va dire, en avantage la femme au détriment de l'homme, je pose une question, c'est Abou Ammar. Dans ce cas-là, et je rebondis sur une réponse que le professeur Mounib a citée d'une manière idoine. Est-ce que la démocratie telle que pratiquée de par le monde, avec la mise en œuvre de mesures liberticides, dont elle a parlé, même circonstancieux, mais imposé de facto, on est bien d'accord, n'est autre qu'un nouveau modèle ou régime d'autoritarisme. Je vais commencer en citant l'ancien président français, François Hollande. Dans son discours du Bourget, il commençait en disant « Mon ennemi, c'est la finance ». Mais après, on a retenu que cette phrase-là, mais la suite de la phrase est très intéressante. Il dit pourquoi son ennemi est la finance? Parce que c'est elle qui décide, et c'est elle qui gouverne. Et elle n'a pas été élue. Donc, elle n'est pas candidate, donc elle ne sera pas élue. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez dit un gouvernement mondial, en citant Jacques Attali, en se disant que le gouvernement mondial, il existe déjà, et que les gouvernements des États sont que la partie visible auprès des co-citoyens, donc j'ai tiqué automatiquement. Vous avez dit gouvernement mondial, j'ai dit, il n'a pas été élu. Donc, pour qu'on puisse avoir des démocraties, il faut qu'au moins le résultat des urnes soit traduit automatiquement dans les décisions politiques ou dans les actions et les actes de l'État. Je prends un exemple le plus fameux. Tout à l'heure, Mme Mounib a parlé de détournement ou de liberticide contre la démocratie, même dans les pays où c'est quand même c'est un rituel, ça fait partie de la culture institutionnelle de certains pays. Par exemple, en France, en 2005, les gens ont voté non contre le traité européen. Oui. Mais les différents gouvernements par la suite, c'est un détournement, c'est un vol. C'est un vol. Exactement, et là où c'est plus dangereux, c'est quand par exemple, ce gouvernement mondial impose au monde entier une crise économique. Parce que finalement, cette crise économique, c'est le résultante de plusieurs décisions, de plusieurs actes, d'une continuité, d'une politique bien ficelée. Et on arrive à une crise fondamentale de quoi? De l'économie, de l'acteur économique qui a toujours prévalu sur la décision politique et que pour lui, le politique doit être au service de l'économique parce que c'est l'économie qui fait travailler le marché. Je suis tout à fait d'accord. Mais là où on parle de l'autre revers de la médaille, c'est que est-ce que vraiment on est que dans le capitalisme, on n'est plus dans le libéral? Dans le libéralisme, on parle de néolibéralisme, mais c'est de toute façon de dire que c'est du capitalisme, c'est de l'hégémonie. Parce que de toute façon, il n'y a plus moyen de faire d'autres alternatives. Parce que l'OMC, elle oblige les États. La Banque mondiale, elle note les États. Et vu que c'est des institutions qui dépassent les États, et c'est là où ça devient dangereux. C'est que normalement, ces instances-là sont composées des sigmas des États. Et finalement, c'est eux qui dirigent. Et c'est eux qui fixent les caps des États. Alors que normalement, on le sait bien, que l'État, c'est l'expression la plus sainte de la volonté populaire. Normalement, ça devrait être ça. Et on est dans un système qui se dit libéral et que, voilà, free election. À un moment donné, quand on avait Reagan et quand on avait les deux blocs, les États-Unis prenaient des élections libres. Et quand on a eu des élections libres, Dieu seul sait combien de coups d'État ont été organisés. C'est vraiment...
Et quand on dit, est-ce que votre question, au fait, on fait un petit peu de polémique. Oui, bien sûr. Votre question, est-ce que c'est égalitaire? Juste pour s'éclairer un peu, vous savez, le citoyen, il est là, on essaie moi, ce que je veux, c'est essayer de vous poser les questions que tout citoyen pose. On y arrivera tout à l'heure sur ce qui nous concerne de près au Maroc. Mais j'essaie un petit peu de comprendre l'environnement. Vous savez, on parle du Maroc. On ne peut pas parler du Maroc sans parler de l'environnement international. Si on parle des accords de libre-échange et on parle justement de la pandémie, le Maroc n'est pas en train de légiférer, il n'est en train que d'exécuter les ordres qu'on lui a donnés à haut niveau. Vous savez très bien ça. On est tout à fait savez mieux que moi. Donc, pour relancer votre question et faire un petit peu de l'échange, quand vous dites que est-ce que la société égalitaire ou le principe égalitaire sont toujours réels et réalistes, est-ce que c'est réaliste? Moi, je vous pose la question, est-ce que le libéralisme est réel? Parce que moi, citoyen lambda, venant d'une petite start-up, dès que la start-up commence à prendre son poids, à prendre forme et commence à déranger les grandes sociétés qui sont déjà établies, elle est illico presto achetée par ceux qui sont plus grands. Oui, mais c'est dans le système, ça. Attention. Je corrige. Attention, j'apporte juste une précision. Je ne dis pas je corrige, mais justement, là, tant mieux. Bon, je ne vais pas respecter parce que c'est extraordinaire. Là, vous ouvrez toutes les brèches du débat. Juste finir une idée. Pour la start-up, on ne l'absorbe pas parce que, justement, on ne l'absorbe pas parce qu'on veut la dominer. C'est dans le système lui-même qui est en train de se mettre en place. Donc, et c'est ça la gravité de la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler ça frôle toute concurrence et on ne peut pas parler d'un modèle libéral. Non. En bonne et due forme. Non, c'est un autre modèle. C'est pour ça que j'ai parlé du capitalisme féroce. Comme l'a envisagé Adam Smith, c'est que voilà, c'est du darwinisme économique qu'on parlait à l'époque. Attention. Toutes les théories maintenant, excusez-moi, est-ce que vous ne pensez pas, justement, professeur Mounib, que toutes les théories, justement, et les thèses marxistes, économistes, quelles qu'ils soient, keynésiennes, ce que vous voulez, sont basculées aujourd'hui? Juste avant... On ne dit pas qu'il faut les aborder ou qu'ils sont bonnes. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où tout est basculé? On ne sait même pas quel est le système réel qu'on doit... Je vais vous prendre 30 secondes avant de finir. Et pour en même temps lancer Madame Mounib sur une question, parce que je partage votre analyse tout à l'heure parfaitement. Moi aussi, je suis un fan de Thomas Piketty. Et je suis aussi fan de Michel Onfray qui dit que la civilisation judéo-chrétienne, ça veut dire celle qui a ramené le capitalisme, celle de la loi du marché, il dit qu'elle est... Et ça, c'est le philosophe, en faisant un travail d'anthropologue aussi, elle arrive à la conclusion suivante. C'est que cette idéologie-là qui pensait que c'était la fin de l'histoire, aujourd'hui, elle est en baisse et on peut même parler de la fin de la civilisation judéo-chrétienne, ça d'un point de vue vraiment très philosophique. Est-ce que vous partagez cette conclusion? Non, excusez-moi. Là, je vous laisse. Non. Là, vous répondrez. Mais là, vous êtes en train d'anticiper justement sur une question. On dirait que vous avez lu dans mon esprit, vous, parce que je vous ai parlé au téléphone. Donc là, attention. Là, vous êtes en train de me piquer le... Non, là, vous permettez. Vous la gardez en réserve, là, sa question. Mais je vais la conjuguer avec ma question essentielle d'ordre philosophique que je vais poser tout à l'heure, justement. Parce qu'il ne s'agit pas de la crise judéo-chrétienne toute seule ou de la limite du judéo-christianisme. On oublie une chose qui nous concerne de près, c'est la limite du musulman et de notre religion elle-même. Nous, notre perception de la chose, la religiosité, tout est imbriqué de toute façon. Alors, la question, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je sais pas, je vais laisser la parole parce que si je parle, je vais monopoliser la parole. Alors, je préfère que professeur Mounib, au sujet de quel est votre point de vue justement au sujet de ces startups qui sont en prolifération? Est-ce que par rapport justement à la nature de l'économie mondiale aujourd'hui qui est en train de prendre forme, abstraction, on va dire même si elle n'est pas je dirais pas de mauvaise foi, mais de facto, c'est-à-dire aujourd'hui, au détriment d'une industrie, au détriment d'une industrialisation, eh bien, nous avons des jeunes aujourd'hui de 24 ans, 25 ans, de 32 ans, de 40 ans qui sont en train de... Je ne parle pas des Marocains, bien sûr, je parle en général, qui sont en train d'embrasser, de lever des fonds en milliards de dollars en une fraction de seconde, en faisant des petites sociétés de rien du tout et qui sont absorbées par des fonds d'investissement géants. Parce que, pour votre réponse, ce n'est pas à dessein uniquement politique. Ça, c'est de l'économie. Ils laissent une petite start-up, ils prennent 14 ou 15. Si une réussit, elle va le faire rembourser tout ce qu'ils ont perdu avec les nefs. Mais c'est beaucoup d'argent en jeu. Parce que lorsque vous avez, aujourd'hui, j'ai des cas concrets, c'est pour ça que je vous en parle. Vous savez, nous avons des sociétés que je ne peux pas citer,
parce que c'est normal, mais vous avez des petites sociétés qui font du porte-à-porte, qui font de la livraison, qui font n'importe quoi, qui sont devenues des archimilliardaires, et du coup, ils sont introduites en bourse, et ainsi de suite. Là, dans ces cas de figure, vous savez que c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de casser complètement l'une des sources qui peut donner un égalitarisme, qui peut donner de l'emploi, et qui peut donner aussi une chance d'émerger, c'est comment on va travailler sans une industrialisation. J'apporte juste une précision et j'arrête. Vous savez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. La fabrication des masques m'a interpellé. Comment un morceau de tissu à quelques centimes, vous savez, même pas, à l'origine, c'est du tissu, ce qu'on appelle du tissu non tissé. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce qu'il sert vraiment quelque chose ou non ? C'est une autre histoire. Alors, comment en France, il y a eu des négociations, exemples. Nous, le problème ne s'est pas posé parce qu'on importe tout. D'accord. Mais en France, par exemple, on leur a imposé de fabriquer au début, et on a vu les ateliers dans des pays asiatiques qui fabriquent les masques. Donc, déjà, fabrication de masques, ça posait un problème, et c'est un problème dont vous avez parlé sciemment et justement tout à l'heure de souveraineté économique nationale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement alors là, c'est plusieurs questions, mais c'est pas grave. Je vais essayer de répondre et de trouver un fil conducteur pour tout. Alors déjà, vous avez parlé tout à l'heure du fait que toutes les théories qui étaient admises jusque-là étaient en échec, en fait, aujourd'hui. Et qu'elles demandaient au moins une relecture. Des théories économiques, notamment, et tout ça. Parce que nous sommes face à un système qui est en pleine crise. Une crise sans précédent. Parce que, bon, il y a eu d'autres crises. Et c'est vrai que ce système libéral, il avait toujours montré une capacité à se régénérer d'une manière incroyable. Aujourd'hui, face à cette crise... bien sûr, tout le monde parle, c'est pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial qui va mettre tout le monde au pas, etc. Tout est ficelé. Moi, je ne pense pas que tout soit ficelé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid qui a été déclenchée, cette pandémie, et où on se pose toujours la question d'où est sorti le fameux virus, oui. On ne le sait pas. D'ailleurs, il y a eu une commission diligentée par l'OMS, elle a été conduite une fois à Wuhan. Et moi, quand j'ai posé cette question il y a 1 an et demi, tout le monde on vous a accusé de reprendre des idées de l'extrême droite. Même le débat n'était pas permis. Voilà. Le débat n'est pas permis. Il ne faut pas insulter l'intelligence, et moi, même pas l'intelligence. Il faut laisser les gens poser des questions, il faut laisser les gens chercher, etc. Sinon, on est vraiment dans l'emprise de l'empire de la peur. Dont tu as parlé à Quadrupani, parce que là, il faut voir pourquoi on est formaté ainsi. Pourquoi ? Bien. Donc aujourd'hui, toutes les théories qui ont encadré notre monde, elles sont en train d'être révisées, soit pour les refaire vivre, soit pour dire cette théorie, elle n'est plus en marche. Et aujourd'hui, ce système-là ne peut pas se régénérer facilement comme il l'a fait, parce qu'il a créé en plus une crise sans précédent environnementale. Oui. Et cette crise environnementale, c'est pas un petit facteur, c'est un grand facteur qui rentre dans l'addition et que l'humanité aujourd'hui ne sait pas résoudre. Elle ne sait pas encore résoudre. Donc ça, au moins, ça nous laisse une marge, nous, pour chercher des idées. Nous avons vu le monde libre qui se disait développé, etc., face à cette pandémie, voir que eh bien, ce qu'il avait planifié n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Je vais parler ici des délocalisations, de la recherche incessante de profit, la cupidité. Allez, on désinstalle cette usine de France, on la met à Hong Kong ou au Maroc ou ailleurs pour chercher une main-d'œuvre bon marché, etc. Donc ça a créé du chômage, ça a créé des frustrations. Aujourd'hui, on parle de relocalisation. On parle de... Vous avez parlé des masques, eh bien les Français, ils se disent mince, on aurait pu laisser quand même des usines qui auraient pu nous... On parle de vaccins, tout le monde se dit mince, il aurait fallu qu'on ne se mette pas à la merci des big pharma, des grandes firmes aujourd'hui qui nous inoculent n'importe quoi, tout est n'importe quoi. Alors, j'ai vu ma collègue Najat Stouati, je l'ai appelée franchement. Donc, aujourd'hui, ces startups dont vous parlez, c'est vrai que nous sommes face à un monde de voracité, de cupidité impossible. Imaginez des fonctions telles que, par exemple, l'assurance. Alors aujourd'hui, il y avait des assureurs, ben non.
Aujourd'hui, c'est la banque qui vous assure. L'assureur, il est là. Il y avait la fonction d'avocat, des avocats incroyables. Aujourd'hui, la banque, elle a son avocat, telle entreprise, elle a son avocat, et les avocats, les autres, s'ils n'ont pas la chance d'être admis... Donc, c'est dans des... l'accaparation, c'est les grands groupes qui se constituent. C'est les grands groupes qui se constituent. Et en plus, on vient nous rabâcher les oreilles avec l'esprit d'entreprise, avec la compétitivité. Bien, allez, les jeunes, il n'y a plus de fonction publique, allez, prenez votre envol. Ça ruine les caisses. Exact. Mais les entreprises dont vous parlez qui arrivent à dégager des gains, ce sont en général des entreprises liées au monde d'aujourd'hui, à la consommation tout de suite et à l'intelligence artificielle ou à ce qui se passe aujourd'hui. Mais les autres métiers, ils sont en perte de vitesse. Vous avez aujourd'hui au Maroc une grosse crise de l'artisanat, de tous ces gens talentueux. Que vous êtes en train de faire. Mais alors que faire ? Quel est selon vous? Donc, on est en train. D'abord, il ne faut pas abdiquer. Automatiquement, on va rentrer au plan de développement. Non, d'abord, il ne faut pas abdiquer. D'abord, il ne faut pas abdiquer. Et très bien. Moi, c'est un message d'espoir. Deuxièmement, il faut revenir au national. Parce qu'on nous a volé, comme a dit Abou Ammar, notre souveraineté et nos choix. On nous impose des choix, on nous a volé notre volonté. Ben non, il faut la récupérer. Aujourd'hui, on parle de produire marocain. Bon, j'espère que les gens qui ont lancé ce slogan savent très bien ce qu'il faut mettre derrière. Qui renoncent à leur carte, leurs autres passeports, mis à part celui qui est marocain d'ailleurs. Exact. Déjà, produire marocain, c'est donner la chance aux 12 régions marocaines de produire, selon leurs spécificités, leurs caractéristiques, etc. Donner la place à tous les jeunes, d'avoir une bonne formation, et d'avoir des compétences pour pouvoir innover, entreprendre. Parce qu'on n'entreprend pas comme ça. On peut se réveiller un jour avec une bonne idée, mais la bonne idée ne suffit pas. Donc, pour moi, revenir à l'industrialisation et à l'autosuffisance, pas totale, au moins, on ne va pas crever de faim, ni de maladie, on produit nos médicaments, le minimum, on produit ce qu'on mange, on réoriente notre politique agricole, parce qu'on produit des choses que les Marocains, le pamplemousse rose, c'est pas vraiment, moi j'adore, mais bon, les Marocains adorent, mais c'est pas le truc de base. Il faut manger du pain, il faut de la viande, il faut des légumes, il faut des fruits, il faut des choses. Donc pour moi, on y arrivera tout à l'heure sur ce plan-là, politique agricole, mettre en place une vraie régionalisation, ça, ce sont des vraies solutions. Oui, là, vous êtes tout de suite en train d'aborder le volet le deuxième volet du sujet de notre rencontre. C'est la transition, et qui est le titre justement de la transition économique, lorsqu'on a parlé de transition économique. Je vais juste rebondir, rester dans ce qui est international, et vous parler du cas justement. D'ailleurs, vous savez que c'est extraordinaire, on a l'impression que nous nous sommes concertés tous les trois. Alors qu'on s'était... de poser. Parce que là, vous êtes en train de lire dans mes notes lorsque vous parlez. C'est extraordinaire. Là, je crois qu'on est en train de partager. Alors, vous avez parlé de... moi, en évoquant l'OMS, donc vous l'avez vu. Moi, j'évoque maintenant une interview que j'ai vue du professeur biologiste à l'université Ibn Tufayl, le professeur Najat Touati, et au cours de laquelle elle expose son propre cas et lance une alerte au sujet du vaccin contre la Covid-19. Elle exhorte le ministère de la Santé de faire administrer le vaccin en étudiant cas par cas je dirais pas les sujets, mais les citoyens marocains, selon leur état de santé. Ça, c'est son premier cri d'alerte. Le deuxième, c'est qu'elle est dans une situation très complexe et ambiguë. Elle a fait la première dose du vaccin qui a failli lui coûter la vie, et elle ne peut pas faire la deuxième, parce que si on lui administre la deuxième, elle va en mourir. Elle a eu des problèmes sérieux, avec preuve à l'appui, presque une paralysie faciale. Enfin, elle a eu beaucoup de problèmes. Moi, je l'ai vu comme ça. J'ai vu juste l'interview, je ne la connais pas. Et là, je l'ai pris à cœur, et justement, je ne pouvais pas passer là sous silence ce cas-là. Qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui ? Un passeport exceptionnel, un sauf-conduit, pour pouvoir voyager. Alors, justement, professeur Mounib, est-ce que vous trouvez que cette mesure liberticide, certainement imposée par l'OMS encore une fois, et à tous les gouvernements du monde, est-ce que c'est quoi ça, ces passeports ? Aujourd'hui, on ne peut pas voyager si on n'est pas vacciné. Et on ne sait même pas ce qu'on nous administre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me donnez une réponse chacun à ce sujet-là. Dans la même veine, je voudrais juste dire un petit peu, vous avez fait plusieurs déclarations sur le sujet du Covid. Oui.
et que vous avez pris cher, hein, faut le dire. Même un certain député de votre parti, de votre fédération de gauche, il a dit que vous repreniez les idées de l'extrême droite. Il a envoyé une lettre au chef du gouvernement pour dire que Madame Mounib est complotiste. Alors que moi, j'ai reçu des appels d'Allemagne d'ailleurs pour me dire heureusement que l'intelligence est aussi marocaine. Et donc, attendez, vous reprenez des idées de l'extrême droite. C'est une liberté. Mais attendez, vous savez que si moi je vous parle... Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, on est en train de parler en général. Cette histoire-là de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas matière à débat. On vous impose une idée, oui. On vous impose un vaccin et vous ne pouvez pas vous taire. Donc ça veut dire que c'est une dictature de pensée. C'est une phobocratie, voilà, comme je l'appelle. Ça, exactement. D'ailleurs, on vous a accusé de ça et finalement je me suis dit, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle dit de nouveau? Au fait, est-ce que c'est si mal de traduire Raoult en arabe? C'est ça ma question en fait. Très bien. Écoutez, parce que c'est le fond de votre pensée. Vous faites du Raoult et j'ai l'impression que Raoult, il n'est pas d'extrême droite. Ah bah, pas du tout. Ni moi d'ailleurs. Je suis bien une femme de gauche et j'essaie de l'être. Je suis une femme démocratique et j'essaie de rester au moins rationnelle. Et je ne veux pas me départir de mon esprit critique. Je ne veux pas être dans le moutonnage et dans ça. Je ne vais pas me vacciner en me faisant montrer mon bras. Je me suis fait vacciner. Vous vous êtes vacciné? Non, je ne me suis pas fait vacciner. Vous pouvez expliquer pourquoi? Je vais vous expliquer, exactement. Mais, attendez, excusez-moi, c'est le réflexe du journaliste qui reprend. Non, excusez-moi, je vais remettre les choses. Non, c'est moi qui dirige le... Non, attendez, je dirige le débat, s'il vous plaît. Voilà, pour que nous soyons clairs. Non. D'accord. Moi, ça ne représente rien aujourd'hui. Ce qu'on voudrait quand même présenter aujourd'hui dans cette émission, c'est les réponses aux Marocains. Oui. D'ensemble, ce n'est pas le cas de Madame Mounib personnellement. Oui, je voudrais, si vous avez posé la question, c'est que justement, je préfère une réponse au sujet du passeport et ça va de soi. Si elle part du passeport et elle est contre, ça veut dire qu'elle n'accepte pas la vaccination. Ça va de soi, ça coule de source de toute façon. Voilà. Monsieur Rally, vous m'avez posé une question en deux volets et ils sont liés. Vous avez parlé de la transition économique pour... Aujourd'hui, nous avons besoin d'une transition économique, d'une transition démocratique pour mettre en place les bases de l'état de droit. Parce que moi, je suis sidérée à voir que tous les Marocains qui ont été vaccinés semblent ne pas avoir été suivis. Et le cas de Madame Najat Touati, je suis heureuse pour elle qu'elle ait pu échapper. D'ailleurs, je l'ai eue au téléphone parce que c'est une amie, c'est une militante du SNESUP, c'est le syndicat national de l'enseignement supérieur. D'accord, oui. C'est une professeure... Et elle était très courageuse en plus. Hein. Et en plus, elle est d'un courage incroyable parce qu'elle l'a dit elle-même, elle a subi des menaces, etc. etc. Ah bon? Donc moi, je n'ai pas de mots pour dire comment est-ce qu'on peut dire. Le Maroc est avant-gardiste, il est là, il est en train de vacciner pour sauver ses populations. Il ne suit pas ce qui se passe. Moi, j'ai des échos sur ce qui se passe, mais je ne peux pas baser sur les échos certaines conclusions. J'attends avoir un État, comme ils passaient à la télé, chaque soir ils nous disent, aujourd'hui on est arrivé à temps, nous avons 2 cas d'hyper-réaction, nous avons un mort, nous avons ceci, on est en train de voir. Quand le vaccin AstraZeneca a été arrêté en Europe, pourquoi on n'a pas arrêté chez nous? Parce que Madame Touati, à ma connaissance, elle a reçu une première injection de AstraZeneca. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des vaccins de nouvelle génération qui, pour la première fois, sont testés avec du matériel génétique, le rétro-ADN ou un petit bout d'ARN, etc., pour fabriquer les protéines, pour qu'on puisse toujours donner une réaction. On n'est plus dans le vaccin traditionnel où on tuait le virus, on vous inoculait le virus inactif et l'organisme, normalement, doit reconnaître certaines parties, produire des anticorps. Donc, comme ça, si vous êtes face au vrai virus virulent, alors, attendez, vous pouvez vous défendre. C'est votre métier, vous êtes... Alors, dans ce cas-là, la crainte ou le soupçon qu'on a sur la rapidité avec laquelle le vaccin a été fait n'est pas justifié dans ce cas-là. C'était possible d'avoir, après 6 mois, des vaccins à présenter pour lutter contre le corona. Non. Peut-être, moi je suis pour la recherche scientifique. La recherche scientifique, il y a des moments où elle accélère, où le produit qui demandait 1 année pour être fabriqué peut être fabriqué en 1 semaine, ça on peut le concevoir. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les vaccins qui ont été mis en place, il y en a plusieurs vaccins, eh bien ces vaccins-là n'ont pas pris
le temps de passer par toutes les phases. Il y a eu la phase 1 sur les animaux, la deuxième phase sur un petit échantillon. Oui. Phase 3, elle est en train d'être exercée sur nous. On va voir les résultats en 2023, on va voir les résultats de d'autres vaccins en 2022. En tenant compte de la mutation du virus ou non? Écoutez, quand vous Est-ce qu'il mute ou non réellement? Bien sûr qu'il mute. Un virus, il ne va pas demander l'autorisation de muter, il mute. Oui. Il mute. Et ce virus-là, ce qui paraît, il mute assez rapidement, etc. Donc, en fait, les laboratoires qui ont fabriqué les vaccins n'ont pas pris le temps pour laisser passer la troisième phase et voir la dangerosité, quels sont les effets négatifs sur la santé humaine, sur peut-être la morbidité, etc., etc. Et moi, quand même, je suis étonnée qu'au Maroc, qui a vacciné massivement, n'ait pas pu mettre en place un registre de suivi. Oui. Chaque personne, qu'est-ce que vous avez comme maladie, machin truc, voilà, vous avez reçu la première dose tel jour, la deuxième si vous êtes resté en vie entre les deux tel autre jour, et je vous suis au moins sur une période de 2 années parce que vous êtes un cobaye. On a testé sur vous. On espère que vous allez rester en vie, que vous allez échapper au Covid virulent, que même si vous faites vous tombez malade, parce qu'il y a des gens qui ont été doublement vaccinés, qui sont tombés malades, au moins un petit Covid, pas trop virulent, pas trop dur, et on dépasse cette histoire. Or, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on agit avec les gens comme si c'était du bétail. Et ce passeport, moi, je suis contre. Depuis que l'humanité existe et l'homme le plus vieux qu'on ait pu découvrir, il sort de Irroud, il est marocain, il a 300 000 ans. Il a bien migré pour aller ailleurs. Le colonialisme, aujourd'hui on vit le colonialisme nouveau. Le colonialisme, il a bien eu besoin des bras de nos grands-pères et de tout le monde. On est allé construire l'Europe, etc. Aujourd'hui on nous ferme la porte au nez, on nous dit on n'a pas besoin de vous. Donc nous sommes C'est pour ça que je vous ai parlé du sauf-conduit. Vous avez compris le mot. Exactement. Pourquoi j'ai pas dit le passeport, j'ai dit le sauf-conduit. Exactement. Parce que c'est ce que pratiquaient les colonialistes au temps de... Moi, puisque j'estime que la mère des valeurs, c'est la liberté, je préserve la mienne. Et je suis prête à en payer le prix. Écoutez, je me préserve. Je sais que ce vaccin-là, il n'y a pas assez de recul pour savoir. Au moins avec Sinopharm, parce que c'est un vaccin traditionnel où on a tué le truc, on vous donne une petite particule morte du virus, et voilà, etc. Et même là, j'ai vu dans certains pays qui ont beaucoup vacciné, la vaccination n'entraîne pas automatiquement l'immunité. C'est-à-dire vous pouvez recevoir les 2 doses et vous n'êtes pas immunisé pour attraper le Covid. Très bien. Alors, tout ce qu'on peut espérer pour conclure, c'est qu'il ne faut pas penser qu'au vaccin, il faut penser aux médicaments. Et moi, je sais, le professeur Raoult, quand il a parlé de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine, ça a sauvé des vies. Qui a donné des résultats probants. Elle a donné des résultats. Donc, on a quelque chose qui marche, on l'utilise et on cherche. Moi, je suis pour la thérapie. Il faut la thérapie avant le vaccin, parce que les vaccins, surtout ceux de cette nouvelle génération, avec du matériel génétique, franchement, il faut faire attention. Alors, c'est à voir, moi, justement, on reste dans le même... Est-ce que vous pensez que ce qu'a dit le professeur Mounib, ce qui intéresse les autorités aujourd'hui, c'est uniquement d'avoir un chiffre gonflé de vaccinés pour des besoins de répondre, s'il vous plaît, si vous voulez, aux exigences de l'OMS. Moi, totalement, intégralement. Moi, je crois que voilà, on est juste là pour faire des chiffres et de coller comme exactement. Mais quand on voit la carte du monde selon l'OMS, ça celle du vaccination. Moi, mes proches, ils étaient fiers de voir que le Maroc est le seul pays d'Afrique où c'est vert. Mais après, quand on comprend que, voilà, c'est bizarre qu'on soit devant la France et tout. Ça nous donne pas l'idée qu'on est des cobayes quelque part. Ils étaient sur nous, je sais pas. C'est la question qui se pose. Mais finalement, même pour les vaccins, moi, je m'y connais rien. Pas, en tout cas, je suis loin d'être un spécialiste en la matière. Mais de toute façon, moi, j'entendais au début de la période du Covid, que le vaccin allait prendre 3-4 ans pour être disponible, alors qu'on l'a vu dans les 8 mois qui suivaient. Après, cette homologation des vaccins, c'est une question qui se pose, parce que comment peut-on... Sinopharm, il a eu son homologation de l'OMS, pas Sputnik. AstraZeneca l'a reçu, après Sputnik, on l'a enlevé. Vraiment, l'OMS est en train de devenir ce qu'est l'ONU à la politique. Moi, je le pense sans détour. C'est bien. Bon, alors je passe directement à un deuxième sujet qui nous interpelle aujourd'hui plus qu'avant. Professeur Mounib, je voulais professeur Mounib parce que là, je m'adresse à... Je ne suis plus dans le scientifique, là c'est dans le politique carrément. Est-ce que le modèle économique marocain, dans son genre,
aussi bien politique qu'économique, est-il irréversible? Je ne pense pas. Mais réversible complètement, là non plus, ce n'est pas possible. Parce que nous vivons dans un monde globalisé qui a la peau dure, qui continue à sévir. Mais ce qu'on peut changer, c'est nos choix. Parce que le Maroc a fait le choix depuis 60 ans du marché, de s'ouvrir sur le monde, des accords de libre-échange, et d'encourager le privé, de lui donner toutes les facilités, etc. Mais qu'est-ce que ça nous a donné? Est-ce qu'on a pu avoir une classe moyenne, une sorte de bourgeoisie nationale à l'européenne qui va investir dans les domaines à risque? Ou alors est-ce que tout le monde est devenu bâtisseur, entre guillemets, parce que c'est rapide, et puis on va dans des cités dortoirs, parce que les Marocains ont besoin que de dormir, on n'a pas besoin ni de musique, ni d'art, ni de culture, ni de rien du tout. Exactement. Et voilà, fais dodo, demain ce sera bien. Bon, donc pour moi, les politiques qui ont été suivies au Maroc ont échoué. Pourquoi? Parce que déjà, on dit adopter le néolibéralisme, mais nous, on n'a pas les conditions de compétitivité réelles entre les entreprises, parce qu'il y a les monopoles. Et on ne combat pas la corruption et le façade, l'iqtisadi. Oui. Et on continue à lier pouvoir politique et pouvoir économique. Vous avez des gens qui ont du pouvoir, ils vont aller là, prendre l'Aradis Soulalia ou les terres du domaine, et ils s'installent, lui, ça lui coûte rien, et il prend l'argent de la commune pour ouvrir les routes jusqu'à chez lui, et il commence à faire ce qu'il veut. Parce qu'on est dans l'impunité totale. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a possibilité de faire. Bien sûr qu'il y a possibilité de faire. Mais il faut commencer par le commencement. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire la transition démocratique. Quand nous vacille pas... C'est quoi la démocratie? C'est quoi la transition démocratique? Très bien. Terre à terre. Terre à terre. S'il vous plaît. Voilà. De toute façon, si on veut définir la démocratie telle qu'elle a été définie par les grands professeurs, nous, on ne connaît rien. Marocain, francophone. Qu'est-ce qui se passe? La démocratie, c'est quoi? C'est pouvoir s'ouvrir sur les droits humains, tous les droits, notamment le droit d'entreprendre. Très bien. D'accord? S'ouvrir économiquement. Est-ce qu'on s'est ouvert économiquement comme il faut aujourd'hui, avec les monopoles et avec les accords de libre-échange et avec 150 familles qui détiennent tout au Maroc? Je ne sais pas si on a réussi cette première étape. Et aussi l'ouverture sur les droits humains. Bien sûr, le Maroc a tout ratifié. Mais il reste la grosse question de l'effectivité des droits. Donc, première étape, on n'a pas bien réussi. Deuxième étape, pour arriver à une démocratie, il faut une constitution démocratique. Qu'est-ce qu'une constitution démocratique? Il n'y a pas de constitution s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Chez nous, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, donc on ne peut pas demander la reddition de comptes à ceux qui ont mis en place les grands chantiers. On ne sait pas. Donc, il n'y a pas ça. Et les élections libres et transparentes. Imaginez, on parle que de ces élections-là, par exemple. On va y revenir peut-être. Oui, tout à l'heure. Moi, je ne vais pas en parler. Voilà. Donc, voilà, les élections libres et transparentes. Est-ce qu'on a déjà organisé des élections libres et transparentes au Maroc? On a les mêmes qui reviennent, des 8 gros. Oui, mais gros, attention. Là, on en parlera tout à l'heure. On reste juste dans le plan de... Oui, justement. Donc, démocratie pour mettre en place ouverture politique. Enfin, d'abord, une ouverture sur les droits et sur l'économie, on l'a raté. Une constitution démocratique, on n'a pas pu la mettre en place. Des élections libres et transparente, on n'a pas pu. La troisième étape, c'est celle de faire des réformes, notamment des réformes fiscales. Parce que qui dit démocratie, c'est aller vers l'égalité, c'est à l'accès aux chances, à tout, pour tout le monde. Donc, il faut remplir la caisse d'État pour pouvoir financer les projets, etc. Or, aujourd'hui, dans le monde entier, la démocratie est partie de la définition de démocratie égale souveraineté populaire. Cette souveraineté populaire n'a jamais existé. C'est un leurre qu'on nous a bassiné avec, etc. Après, on est passé de cette définition à la définition de démocratie. Elle va nous mener à la justice sociale. Est-ce qu'on est dans une justice sociale dans le monde, dans les pays en développement, où on a 23 millions au Maroc de gens qui crèvent la dalle, qui n'ont rien? Il n'y a pas de justice sociale. Et puis aujourd'hui, on nous bassine avec le nouveau concept, c'est la démocratie des droits. Alors là, ça encourage le consumérisme, l'individualisme. Tu as ton droit, tu te sauves avec, et les autres qui peuvent crever. Donc, en fait, la démocratie, nous, on est toujours dans le premier concept, c'est-à-dire souveraineté populaire, plus ou moins, pour qu'on respecte ce que veulent les gens et on l'applique en tant que pouvoir. Et qu'est-ce que ça dit, en fait? Des institutions dans lesquelles on va élire des gens cultivés, qui savent un peu quand même. Ou pas. On ne peut pas diriger un pays... Alors, excusez-moi, là c'est de la théorie. Non, dans le même ordre d'idée. Dans ce cas-là, que diriez-vous? Vous avez participé, c'est ce que j'ai cru entendre dans vos différentes interviews, à l'élaboration où vous avez émis vos suggestions et votre point de vue au sujet
entre guillemets, d'un nouveau plan de développement. Vous avez fait un petit... Est-ce que déjà, Oui. ce plan de développement, est-ce qu'on peut... Vous avez parlé de tous les plans de développement que le Maroc a connus. On est encore en train de ressasser la même chose après 60 ans, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concrétiser une transition rationnelle économique vers le développement, comme souhaité par le chef de l'État, d'accord, sans avoir fait le diagnostic exact, et sans avoir eu l'audace de lui présenter les véritables mots donc, qui bloquent tout développement, d'une part, uniquement avec un rapport rempli d'expressions en prose, d'accord, et comment dirais-je, et qui est basé sur un pacte de confiance. Alors là, je demande justement à Abou Ammar, de quelle confiance parle-t-on ? Qui c'est qui doit avoir confiance dans l'autre ? On demande aux citoyens, on demande à qui ? C'est la question que vraiment, c'est une question très pertinente. Pourquoi ? Parce que normalement, il y a eu tout un processus auparavant d'aboutir à ce modèle de développement. On a reçu, Ben Moussa parlait de 6 000 participations, ou 8 000, je ne sais pas qui, alors que le tube de l'été avant le changement de nouveau modèle de développement et avant le discours royal, le tube de l'été, c'était que le Maroc a un modèle de développement qui se portait plus ou moins bien. Après le discours royal, tout le monde est venu, comme on dit en arabe, tout le monde est venu contre le nouvel modèle de développement avec de nouvelles idées, avec vraiment faut changer. Le Maroc a besoin de changement et que tous les partis, tous les composants civiques aussi de la société civile ont aussi participé à l'élaboration de ce projet. Mais confiance en qui ? Parce que de toute façon, quand on revoit la composition de cette instance-là, un ancien ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est venu du grand capital, parce qu'il était chef d'entreprise avant de devenir ministre de l'Intérieur. Après, c'est quelqu'un qui porte sur son dos l'échec de l'ancien modèle de développement, et on trouve et la liste est ainsi faite, parce qu'on trouve Ahmed Reda sans porter de valeur de jugement personnel. Vous savez, vous pouvez avoir quelqu'un... Non, vous savez, vous pourrez... Bon, c'est pas cette confiance que je vise, c'est eux, ils demandent confiance aux opérateurs, donc aux acteurs politiques, de leur faire c'est pas au peuple. Ils le demandent, comme a dit professeur Mounib, le peuple, de toute façon, il a choisi des gens, il a désigné des gens et qui n'ont pas exercé le pouvoir. On le sait, ils ont exercé une partie du pouvoir. Ils n'ont pas exercé tout le pouvoir. Mais aucun membre de la commission n'a été élu. Abstraction faite des personnes. Alors moi, je vous pose une question, justement, qui me pèse sur le cœur. Est-ce que nous avons vraiment un débat public, institutionnel, c'est-à-dire pas institutionnel, mais un débat au sujet de la crise constitutionnelle, institutionnelle de l'économie. Lorsque je dis un débat public, c'est que demain, les médias publics reçoivent même des opposants, même des gens, des activistes qui sont contre je dirais entre guillemets, contre même le régime. S'ils viennent, ils exportent leur point de vue. Qu'est-ce que ça aurait coûté aujourd'hui à Ben Moussa ? Je ne parle pas de la personne, parce que c'est un polytechnicien. De quoi a-t-il peur, Ben Moussa, d'affronter un Najib Aqsbi, par exemple, d'affronter une Nabila Mounib, de discuter avec elle ? Je vais vous répondre. Sauf s'il y a une autocensure que ces gens-là se font. Vraiment, la conclusion, elle est simple pour répondre franchement et sans détour. Les technocrates fuient le débat politique. Et cette commission, c'est une commission technocrate. Parce qu'ils n'ont pas. Ils fuient ? C'est des gens qui sont dans la gestion. C'est des techniciens. Oui. C'est un pont polytechnicien, c'est quelqu'un qui a fait pont et chaussée. Mais c'est des techniciens, c'est pas des acteurs politiques. C'est pas des stratèges. Alors, est-ce qu'un technocrate, un polytechnicien, ne doit pas avoir l'honnêteté intellectuelle et l'audace? Je n'ai pas dit ça. Non, c'est ma question. Non, l'intellectuel ne doit pas avoir l'audace, d'accord, de dire au chef de l'État, on expose, écoutez, un chef d'État appelle, cette fois-ci, on n'a pas fait appel à des organisations internationales. Peu importe le choix des gens, c'est des gens respectés, c'est pas ce qui nous intéresse, peu importe. Et ces gens-là ont fait, mais aujourd'hui, lorsque moi j'ai ici un commentaire de Tosi et un commentaire, ce qu'il a fait, une interview, ça nous met mal à l'aise tout ça. Est-ce que ces gens-là, pourquoi n'ont pas-ils
n'ont pas eu l'audace de dire au roi, voilà le goulot d'étranglement qui ne permettra jamais au Maroc d'avoir un plan de développement, comme a dit Maître Mounib tout à l'heure, le choix des grands chantiers, la limite, etc., etc. C'est-à-dire où est le retour sur investissement et comment on va fructifier les décisions capitales que nous prenons. Vous savez, le roi ne peut pas... un chef d'État, ça ne sert à rien de lui présenter un rapport de 170 pages. Il ne va pas les lire, de toute façon. Aucun chef d'État, même américain, même un génie, même une synthèse de ces pages ne vaut pas le coup. On est en train de demander, je ne sais pas ce que vous en pensez, il leur a demandé un business plan. Le business plan, c'est quoi? C'est du pragmatisme, c'est concret. Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça marche. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce business plan? Chiffrer, mais dire dans 15 ans, nous allons faire le double de, c'est du n'importe quoi. Où est là? Ça, par contre, vous pouvez apporter une critique. un programme pour un polytechnicien politique. sans progression géométrique ni progression arithmétique. Comment ils vont le réaliser? Excusez-moi, là, c'est à vous de répondre. Donc, on a vraiment choisi que des gens qui étaient dans des postes de responsabilité, à qui incombe cet échec-là. Et finalement, quand vous avez parlé de business plan, à quoi servira les législatives par la suite? Si une commission va choisir le modèle de développement, le business plan, et que c'est irréversible et ça sera comme ça et pas donc autrement. Donc c'est irréversible. Vous revenez à la question que j'ai posée tout à l'heure à Maître Mounib. Le mode de gouvernance reste irréversible. Je dis que voilà, quand on parle de confiance et que les partis doivent signer et s'engager à appliquer ça, c'est fait par des technocrates avec un fond politique, parce qu'on commence par dire que, au fait, le Maroc, l'échec du nouveau modèle de développement est lié aux politiques qui n'ont pas su négocier le virage de la nouvelle constitution, cette nouvelle ère. Là, on est vraiment dans le jugement politique. Et vraiment, ce n'est pas des lumières pour faire des jugements politiques. Ainsi, ils n'étaient pas des lumières quand ils étaient à leur poste. Par exemple, quand on parle de l'industrialisation et le besoin industriel, il y avait un ancien ministre de l'industrialisation dans cette commission-là. Là, il vient sous la forme du CESE, mais finalement, l'échec de la politique industrielle, c'est à cause de l'échec d'Ahmed Reda Ben Chemsi qu'on a eu un autre ministre qu'aujourd'hui on dit qu'il a réussi je veux entendre le professeur Mounib justement sur est-ce que lorsqu'il dit question de confiance le Parlement est tôt, alors où sont les institutions dans ce cas-là? Mais écoutez, il faut juste rappeler le contexte global dans lequel cette commission a été mise en place. Le contexte international et régional. Il fallait absolument envoyer un signe comme que le Maroc est en train de se renouveler pour mieux attirer les investissements étrangers en préparation de ce qui allait venir. Et ce qui allait venir, on l'a vu. C'est-à-dire, lorsqu'on nous a dit qu'il y a une découverte de minerais et que le Maroc a retracé ses frontières maritimes, etc., des minerais qui sont aujourd'hui convoités par tout le monde, parce que le cobalt, le lithium, etc., ils vont servir à la fabrication de voitures nouvelles, etc. Le Maroc est une plateforme qui est convoitée aussi pour être le tremplin pour investir l'Afrique, surtout qu'aujourd'hui, la Chine, elle est bien présente. D'autres forces aussi sont présentes. Fortement. Les États-Unis veulent aussi, ils sont arrivés peut-être un petit peu en retard par rapport à la Chine. Et pour eux, le Maroc, c'est un endroit déjà stratégique, magnifique. Et puis, vu le calme plat de ce qui se passe dans notre pays, c'est un pays qui pourrait être une véritable plateforme pour aller vers ailleurs, pour exploiter, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Bien, donc, on a vu cette commission arriver. Elle a eu la chance, pendant qu'elle exerçait, d'avoir le Covid. Déjà, le Covid devait l'encourager, parce qu'on a vu des États inscrire dans leur constitution école publique, santé publique. Ils ont bien compris que privatiser, c'était la folie. Donc, ils auraient pu aller et être beaucoup plus courageux que ne leur a demandé le chef d'État. Or, comme dit Laloui, il y a une autocensure dans nos têtes, nous, les maghrébo-arabo-musulmans. On s'autocensure, on te dit, tiens, ça c'est à toi, tu dis non, merci, et tu en as besoin, tu ne la prends pas. De perdre les privilèges, de perdre le poste. De toute façon, cette commission, pourquoi elle va... Donc, elle s'est mis elle-même des lignes rouges, parce qu'elle connaît très bien le système. C'est pas parce qu'on t'a dit, allez, dis tout, que tu vas tout dire, après tu vas te retrouver donc il est avorté, le projet est avorté dès le départ. Moi, je l'ai dit et j'assume. C'est un projet qui a été mis en place après le Hirak du Rif pour absorber la rage du peuple qui n'est pas content, qui souffre, qui n'a pas de travail, qui n'a rien à manger, qui se jette dans la mer. Oui, ça n'a pas été efficace en tout cas, non? Donc, ils nous ont dit, alors attendez, calmez-vous.
on a jusqu'à 2035. Oui. C'est pour gagner 15 ans, et peut-être 13 ans, je ne sais pas. Oui, Aujourd'hui, on est déjà 14 ans au moins. Donc, la proposition que vous avez faite, et qui semble à tout être formée normalement, tout à fait normale, celle d'ouvrir un débat. Vous avez apporté un produit, merci beaucoup. Il y a des compétences, des gens, peu importe d'où ils viennent, bon, le projet est là. Il concerne qui? Il concerne le Maroc, le peuple marocain. Ben, laissez-nous débattre. C'est la raison pour laquelle je leur ai dit, écoutez, vous avez mis en place 2 outils. 2 outils, ces 2 outils ne marchent pas. Le premier outil, c'est celui de signer un pacte national de confiance avec des gens qui ont pourri la vie des Marocains et qui se sont mis plein les poches. Je dis jamais. Ça, c'est pas normal. Au lieu de ça, ouvrez le débat. Et laissez les gens intelligents... Excusez-moi, juste on ne peut pas passer sous silence cette histoire. Comment peut-on demander un pacte de confiance lorsque des journalistes et des activistes sont en tôle aujourd'hui, ne sont même pas encore jugés, et dans une situation, vous savez, moi humainement parlant, écoutez, il y a la clémence, il y a la rahma, il y a énormément de choses, mais où est passée cette rahma et cette clémence marocaine que nous avions, ce pardon? Je vais vous dire pourquoi, excusez-moi. Voilà. C'est Comment peut-on demander confiance à des gens dont les époux sont en train de souffrir devant les portes de prison? C'est la rente qui fait que des gens qui, hier, disaient « il faut respecter les droits, il faut respecter les libertés », moi, quand je leur pose la question aujourd'hui, je leur dis « mais le gars, il souffre, il va mourir ». Il me dit « non, on lui a pris sa tension ce matin, elle est mieux que la mienne ». Voilà. C'est ça. On est devenus des gens... On a perdu notre âme, en fait. Oui. Donc, moi, je vous dis, le premier outil, pacte national avec qui? Enfin, quand même, s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxième chose, ils mettent un outil de suivi aux mains du roi. Ils font comme le peuple marocain. Parce qu'il n'y a ni élu ni nommé qui assument leurs responsabilités, etc. Ils ont fait la même chose. Je leur ai dit, écoutez, s'il vous plaît, nous on veut de la démocratie. La démocratie, c'est de passer de la monarchie actuelle à la monarchie parlementaire, pour la séparation des pouvoirs, etc., pour qu'on puisse appliquer la reddition des comptes, etc., pour avancer. Mais vous pensez dans la situation actuelle des choses, c'est réaliste ce que vous demandez? En main du roi, c'est que vous consacrez la monarchie exécutive. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle des choses, c'est réaliste? C'est un espoir, bien sûr. Vous défendez une idée, mais est-ce que c'est réaliste? C'est pas une idée. C'est le rallye. Oui. Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que la démocratie? Tout à l'heure, j'allais aussi dire. La démocratie, c'est de fortes institutions qui défendent l'intérêt général. Ils sont droits. Eh bien, la Malou, allez hop. Bien sûr. Donc, si on ne met pas la démocratie en place, c'est-à-dire de fortes institutions qui mettent en place des outils pour préserver les droits, les libertés des gens et défendre l'intérêt général, on ne peut rien faire. On peut mettre un projet économique, on peut l'arranger comme on veut. Vous savez que l'oligarchie qui gravite autour du pouvoir central est contre l'innovation, contre tout, partout dans le monde. Ça, c'est une règle. Alors, comment justement... Comment concrètement, comment y parvenir? C'est des gens qui ne veulent pas en prendre conscience de la gravité peut-être de la chose. Parce qu'ils profitent du système, ils n'ont pas envie que ça change. Oui. Et c'est pour ça que dans les élections, tout à l'heure vous avez parlé des compétences des femmes, à l'intérieur du Parlement il y a des hommes qui sont là depuis longtemps, qui sont incompétents en majuscule. C'est un autre... Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? La grosse question, c'est que dans un pays tel que le nôtre, il faut s'intéresser à la culture et à l'éducation. Parce qu'il faut que les masses prennent conscience de l'enjeu, pour que demain, ils ne vont pas à l'encontre de leurs propres intérêts parce qu'ils ne savent pas. Il faut de la culture, il faut de la conscience, et il faut réhabiliter l'école publique et l'université publique gratuite de grande qualité pour former des gens qui ont des savoirs, qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui connaissent ce que c'est que la valeur travail. C'est fondamental. Sinon, on ne peut rien faire. Parce que vous êtes face à des gens, des opportunistes, ils sont là, attendez, le gars dit, va chercher donne-moi ton CV, on va aller ensemble. Ah non, les élections sont proches, je vais me présenter au Parlement. Et je vais dormir tranquille là-bas, je vais avoir des trucs et j'ai des copains qui vont voter pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on est dans la bête, je ne sais pas comment le traduire. Alors puisqu'on parle d'élections, justement, je voudrais poser une question assez... voilà, là, j'ai une question très importante. C'est Abou Ammar. C'est une question très très importante et qui concerne justement, voilà.
Si Zaza Allah yarhamou avait dit « Je vote pour apprécier notre poids réel. Je ne voterais peut-être pas si je pouvais apprécier quel rapport d'abstentionnistes se sont abstenus collectivement et pour les mêmes valeurs que les nôtres. » Ça, je l'ai piqué de votre mur sur Facebook. Alors, qu'est-ce que ces déclarations, est-ce que ces déclarations seraient toujours d'actualité à la veille des élections? C'est le nombre d'abstentionnistes qui importe le plus, ou les convictions et la prise de conscience de la réalité politique marocaine et de la finalité de cette opération électorale. Avec sa cerise sur le gâteau, le dénominateur commun, le Qasim Mushtarak. Comment peut-on aujourd'hui... c'est quoi tout cette... C'est quoi? Expliquez-moi ce nouveau procédé, expliquez-moi cette citation. Est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui? Bien sûr, elle est tout le temps valable. Et il faut juste rappeler avant qu'Abdallah Zaza était un républicain et il est mort ainsi. Et que pour lui, la monarchie, la démocratie, c'était un choix de réel politique. Oui. Et il est entré dans des élections de 87 alors que Driss Lebstré, qu'il avait ce même personnage qui lui avait refusé son passeport et qui était derrière sa torture et ses prédécesseurs aussi, et il a été candidat et il a été élu. Et aujourd'hui, si on a un grand poumon vert en plein centre de Casablanca qui s'appelle l'Ermitage, c'est grâce à Abdallah Zaza parce que l'Ermitage, ça allait se transformer en bâtiment. Et c'est grâce à il était vraiment minoritaire. Et quand il a su, il a fait vraiment une vraie campagne. Et il a été même financé par celle de la culture, l'organisation de l'ONU qui s'occupe de la culture, oui. L'UNESCO. Ça a été financé par l'UNESCO. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment en dehors des sentiers. Mais ceux qui y sont, parce que voilà, ça c'est Abdallah Zaza qui sort des sentiers battus. Mais ceux qui ont fait leurs dents, qui ont grandi dans ce bain-là, c'est eux qui voulaient avoir des bâtiments à la place de la place de l'Ermitage. C'est que, voilà, finalement, enfin, ceux qui sont généralement les plus élus, c'est eux qui poussent vers la dégradation des biens du collectif. Justement, cette citation d'abstentionniste et de étant. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment on peut l'interpréter? Faut-il s'abstenir de voter ou faut-il voter avec justement ce nouveau dénominateur commun, avec la nouvelle configuration, sachant pertinemment qu'une majorité absolue ne sera élue, sachant que peut-être éventuellement quand on aura des technocrates qui seront imposés de facto au futur gouvernement, sauf si uniquement nous aurons des technocrates qui seront élus. Donc, vous savez, c'est tout un pêle-mêle. Premièrement, ce qui est anecdotique, c'est vraiment, on en fait des tas sur une petite réformette électoraliste. C'est vraiment, ça concerne une vingtaine de députés. Alors que les problèmes de fond, on les évite en revers de la main. Par exemple, pourquoi ne pas prendre la base de la DGSN en tant que liste électorale? Pourquoi le Maroc a besoin de liste électorale? Pourquoi, par exemple, des partis politiques vont inscrire des gens sur les listes électorales? Oui. Ça, c'est un vrai problème. Où est le ministère de l'Intérieur dans tout ça? Comment fait-il pour maintenir cette objectivité, cette neutralité? Alors c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur là? Non, je ne dis pas ça. Je dis que c'est une responsabilité politique. C'est un fondement politique parce que les élections n'est pas un moyen. Parfois on impute tout au ministère de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui est responsable de toute la... Attendez. Il faut être objectif même dans la critique. En étant tout à fait objectif, c'est le ministère de l'Intérieur qui fixe. Et premièrement, attendez, c'est pas lui qui est le responsable du petit élu communal. Non, attendez, s'il vous plaît. Il ne peut pas être responsable du président. D'accord, dans le choix, dans la cartographie. C'est le Hamel qui décide, c'est pas le président de la commune. Excusez le mot, lorsqu'il y a un vaurien et il y a un voleur dans une commune qui profite de la commune et tout, d'accord, c'est le ministère de tutelle, tout ce que vous voulez. Par la suite, vous me dites qu'il n'y a pas de contrôle et tout. Mais on ne peut pas imputer systématiquement, donc on fait de la critique, mais une critique constructive. On ne peut pas imputer tout exactement, automatiquement. Alors à qui? Parce que de toute façon, c'est le ministère de l'Intérieur. Est-ce que je peux juste finir mon idée je vous arrête parce que... Et après, vous pouvez rebondir. Non, c'est pas le... Oui, mais il faut comprendre. Lorsque vous dites le ministère, on noie le poisson, justement. Est-ce que ces élus qui se présentent tous, les gens qui sont des rentiers, qui viennent et qui distribuent de l'argent, n'ont pas une responsabilité? Est-ce que le ministère de l'Intérieur va surveiller un par un ou va mettre... sur écoute un par un, ou c'est lui... Non, attendez, expliquez-moi. Le rôle du citoyen. D'accord. Lorsqu'un citoyen prend 200 dirhams, il sait que c'est même pas 20 cm du morceau de pavé qui peut lui assurer un trottoir. Il prend 200 dirhams.
Quelle est la responsabilité du ministère de l'Intérieur dans ce cas-là? Mais on a une Cour des comptes qui passe La ses Cour des comptes journées... va contrôler un... Serali, vous vous énervez trop. Non, mais attendez, mais je voudrais comprendre. Est-ce que la Cour des comptes va contrôler... Non, répondez-moi, vous êtes journaliste. Oui. Est-ce que la Cour des comptes va, c'est son rôle d'aller contrôler? Est-ce que ce qu'on m'a dit, Maître Mounib, est-ce qu'il s'agit d'une question d'éducation et de prise de conscience collective et d'éducation? Non, ça c'est les institutions qui devraient régler ça. Franchement, c'est les institutions qui devraient régler ça. Alors pourquoi on a des juges et pourquoi on a la Cour des comptes qui passe... Attendez, le juge, c'est pas son rôle, mais le juge, il va pas surveiller les 200 dirhams. Je voudrais juste finir mon enchaînement jusqu'à la fin. Parce que là, vous êtes en train d'accabler celui qui prend les 200 dirhams, alors que je vous informe que lors des dernières élections... Il n'est pas responsable. C'est clair, j'ai bien compris votre raisonnement. Donc, premièrement, on va accabler celui qui prend 200 dirhams lors des dernières élections. On l'accable pas. Est-ce que je pourrais finir? Non, mais ne dites pas ce que j'ai dit. Je l'accable pas. Je dis il y a un état de fait. Comment? Je ne peux pas dire que cet état de fait de la personne qui prend de l'argent pour aller voter ou chercher les bulletins de vote, on ne peut pas l'imputer systématiquement. Vous me dites, la personne qu'on désigne dans un parti est oui, je peux vous suivre. Mais le citoyen qui se laisse acheter pour n'importe quoi, non. Ou qu'on lui promet le paradis ou je ne sais pas quoi, ou qu'on lui donne des paniers, ou qu'on aide, ou etc., qu'on fait... Bon, enfin, c'est tout un... Vous savez à quoi je fais allusion, donc... je crois que la dernière question est très claire qui sera posée à travers le... Voilà ce que je veux dire. On ne peut pas imputer une responsabilité comme ça, injustement, à une institution... Injustement, ça, c'est vous qui le dites. Non, mais... Oui, mais on ne peut pas. C'est-à-dire dans la catégorie... Je pourrais juste finir mon idée, Serali, je vous attends depuis tout à l'heure. Parce que là, on est en train de parler d'un fonds politique. Le ministère de l'Intérieur est le responsable, est le premier et unique responsable des élections au Maroc. Premièrement, il fixe le déroulement des élections, la cartographie, tout. Nous sommes d'accord. D'accord, premièrement. Deuxièmement, quand on est élu et quand on ne fait pas notre travail, ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de faire ça. Et finalement, on va plus loin. Qui décide finalement? Est-ce que c'est celui qui décide des actions à mener? Par exemple, on va prendre un exemple très simple. On a une commune... Prenez celle que vous voulez. Il se peut que tous les partis composants de cette commune soient d'accord sur un projet. Le Hamel vient et dit non. On va juger qui dans ce cas-là? L'élu ou c'est lui qui décide réellement? Parce que le vrai pouvoir... Non, c'est la majorité. Vous ne connaissez pas peut-être la réalité sur le terrain, mais vraiment c'est la réalité. Je voudrais juste finir. Maître Mounib, s'il vous plaît. Maître Mounib, Vraiment, vous m'avez coupé à 5 reprises, Serali, pour ne pas finir mon idée, c'est pas très... Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce qui a été dit? Enfin, une synthèse, peu importe. La réponse à apporter justement dans le cas de figure réaliste. Vous êtes sur le terrain, vous vous êtes présenté aux élections, vous allez peut-être vous présenter, vous connaissez le Maroc mieux que n'importe qui, vous connaissez toutes, même les régions les plus reculées. Dans cet état de cas de figure, vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse, qu'est-ce qui, aujourd'hui, on parle des élections? La question est très simple. Faut-il y adhérer ou faut-il s'abstenir dans l'état actuel des choses avec toutes les tares? Et nous savons très bien que nous n'avons aucune garantie peut-être que ça va changer. Bon, merci pour ce débat. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de débats pour essayer de défricher ce grand chantier. Alors, je vais revenir quand même à notre cher regretté Zaza. Parce que vous avez commencé. J'espère que ceux qui nous écoutent connaissent qui est Zaza. C'est ça le problème. Moi, j'aurais souhaité une perle d'humain. Un bonhomme. D'ailleurs, je salue toute l'équipe qui a organisé la commémoration de sa mémoire, le quarantenaire, et parmi lesquels Malika Mounafé, la maman de ce jeune, voilà, et d'autres militants magnifiques. Et moi, j'ai eu le grand honneur de voir ce géant participer à la campagne à mes côtés, sans que je lui demande quoi que ce soit, en 2015 à Casablanca. Et ça, c'était pour moi un honneur incroyable. Voilà, donc que Dieu vraiment ait son âme au paradis, parce qu'il le mérite et c'est un homme exceptionnel. Alors, vous avez parlé du jardin de l'Ermitage. Le jardin de l'Ermitage, on a failli le perdre, comme le jardin de la Ligue arabe. Comme le jardin de la Ligue arabe, il y a eu des gens ignares qui sont montés parce qu'il y a d'autres qui ont voté pour eux et ils voulaient le transformer en immeuble. Heureusement qu'il y avait des gens de gauche à l'époque qui ont fait des sit-ins, etc. Et on a empêché cette grosse catastrophe monstrueuse parce que on a des architectes, on a des paysagistes, nous avons des ingénieurs, mais les compétences, elles sont mises à l'écart alors que c'est la médiocrité qui règne et qui est là, en face. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième chose, concernant les élections. Nous avons vu les élections en France.
presque 84% d'abstention. Moi, je ne veux pas faire ici l'éloge de l'abstention. Je ne veux pas que les gens s'abstiennent. Parce que si on ne va pas voter, si on ne s'inscrit pas, on va reconduire le même système. Voilà, c'est pas possible. Nous n'allons pas nous le reconduire, même si on s'y inscrit et même si on vote. Non, si on s'inscrit, si on vote, on va faire un effort pour que ça change. C'est ça le truc. Mais c'est vrai que toute l'histoire, c'est pas le Qasim Tikhabi. Où certains pleurnichent, on va perdre 20 sièges. Là. Moi, par exemple, avec l'ancien système, et même avec celui-là, on a fait une campagne au Maroc, on a eu 164 000 voix, 0 siège. Et il y a un gars qui a eu 147 voix, qui est président de région. Oui. Vous imaginez la grosse connerie du monde. Voilà. Là, je rejoins ce qu'il a dit. Mais il a raison. Il n'a même pas terminé il a raison. Là, il a raison. C'est clair, tu as lancé. Contre, vous avez entièrement raison dans ce que vous dites. C'est structuré d'avance. Moi, je veux que les Marocains, on ne parle pas sans limite, on dit n'importe quoi, on touche n'importe qui. Mais il faut dire les choses. Le ministère de l'Intérieur contrôle la carte politique. Par exemple, nous, on a été écartés des lois, on ne les a pas discutées avec eux. On a été écartés quand il a fallu refaire le découpage électoral. On a été écartés quand il a fallu mettre une commission nationale pour le suivi. Mais on est là aussi, mais si on est 1 sur 100, c'est pas grave, mais on va quand même essayer de faire notre boulot. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'avant le démarrage des élections, le ministère de l'Intérieur avait demandé à tous les partis d'amener un document, comment ils voyaient les élections. Nous, on est partis. On leur a dit, écoutez, on sait très bien que le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui maîtrise la carte, qui connaît tout. On va mettre à côté une instance autonome qui va superviser avant, pendant et après. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Non. Rien. Les autres, ils répondront, les autres partis n'accepteront pas. On a demandé à ce que, pour les élections, au moins pour qu'on limite les dégâts, que les gens qui se présentent pour les élections locales, etc., qu'ils aient au moins le niveau bac. Parce qu'on a encore 4570 élus analphabètes. Sur les 1500 trucs. Mais c'est pas possible. On a dit le bac. Et pour le Parlement, au moins une licence, un master. Et aussi regarder leur casier judiciaire. Regarder voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non. Très bien. Ils ont dit c'est pas démocratique. Parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes, on ne va pas les éliminer de cette opération. D'accord. Bien. On a dit, vous avez écrit dans la Constitution, dans l'article 19, la parité et l'égalité. Faites une seule liste sur tout le Maroc, il y a 395 parlementaires, panachés hommes-femmes sur tout le Maroc. Comme ça, on va bloquer Moulchkara, on va bloquer ceux qui falsifient. Ah, ça s'est passé en Chili, truc. Ah non, on n'est pas prêts. Mais vous êtes prêts pourquoi ? Donc moi, je reviens. Le gros problème, pourquoi des gens, on peut acheter les gens... Moi, je n'aime pas cette expression, on n'achète personne. Les gens, ils ont leur fierté. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces gens ? On les a écrasés. Pourquoi il n'y a pas d'État social ? Pourquoi il n'y a pas de fiscalité redistributive ? Pourquoi on ne donne pas une indemnité chômage ? Pourquoi on ne garde pas les bourses pour les étudiants ? Pourquoi on a fait des étudiants les nouveaux pauvres ? Pour les bourses, je suis d'accord. Mais pour le reste, attention. Les gens, quand il y a les élections, le mot c'est Maheda. Non, attendez. Le reste, c'est à poser des... Est-ce qu'on peut lutter justement contre la pauvreté avec l'aumône ? Là, ce sont beaucoup de questions que je devrais poser. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Non, c'est pas grave. Je vous dis on n'a pas le temps, il faut de la justice. Vous avez donné... Il faut de la justice. Il faut donner aux gens... Ce qu'ils doivent. L'appartenance au pays, c'est quoi ? C'est je suis non. Donnez-moi l'école gratuite, l'hôpital gratuit, une indemnité pour ma mère qui est toute seule. Mon père il est mort, elle nous a laissé tout petit. On va pas crever. Ma mère elle va pas sortir dans la rue se prostituer pour nous nourrir. Si on est juste, personne ne tendra la main. D'accord. Parce que les Marocains c'est un peuple fier. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ne sont pas fiers. Ils sont très fiers. Mais ils vous disent, les imbéciles, ils ont volé l'argent, on va le prendre. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font campagne avec 5 partis. Et ils ne votent pas pour eux. Brahim Bouhabid disait, prenez leur argent et votez pour nous. Il y en a un, moi j'ai vu la femme de ménage de Sibn Saïd Aïtidr, elle est partie, son fils, il est avec un parti, elle fait campagne avec 3 autres, elle a pris 15 jours, elle leur a dit, c'est la campagne, où est-ce que tu vas ? À la campagne. Non, elle a dit la campagne, la vraie campagne, etc. Donc, bien sûr, ils l'ont plus prise depuis ce jour-là, parce que quelqu'un qui triche dehors, il peut tricher dedans. Bon, je vous dis ce qui se passe. C'est dommage, parce que nous avons le temps. C'est vraiment fructueux, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il faut aller vers l'état de droit, il faut aller vers la justice, il faut aller vers le respect de la dignité humaine. Et comme vous avez bien dit, Serali, il faut libérer les gens, les mdlomin.
Omar Radi, Rissoni, les jeunes du RIF. On a besoin d'une ouverture politique pour qu'on puisse respirer et puis attaquer. Est-ce que ça aurait coûté quelque chose de dialoguer avec ces gens, même les gens du RIF, autour d'une table? Est-ce que ça aurait coûté de dialoguer avec Zafi avant de l'arrestation, de lui expliquer, de le laisser, et il aurait changé? Parce que gagner les gens, est-ce que ça aurait été pas une méthode de gagner les gens? Ces gens-là, ils sont pas dans cette logique. Oui. Alors justement, vous savez, on sent pas le temps passer, c'est magnifique. J'espère qu'on aura encore des occasions de débattre, parce qu'il y a tellement de sujets. Moi, je pensais que en 1h30, on allait parler de beaucoup de choses. Surtout pour Abou Ammar, j'avais préparé beaucoup de questions sur le plan du leadership, sur les déclarations de Mitterrand, justement, au sujet du président, les nouveaux présidents qui seront comptables et financiers. Des comptables et financiers. Alors, juste, si la régie peut me donner juste 2 minutes, ou est-ce que je peux avoir 3 minutes pour une dernière question? Est-ce que c'est possible d'avoir 3 minutes pour une dernière question? Vas-y. Alors, justement, ça sera la transition pour pour la prochaine émission. Ça, je vous la pose, mais des réponses simples. Peut-on transformer une société sans se transformer soi-même? Alors là, c'est vraiment philosophique. Il faudra plus qu'une minute pour pouvoir y répondre. Mais juste un oui ou un non. Oui, bien sûr. On peut transformer. On peut transformer sans se transformer. On peut transformer une société sans se transformer soi-même. D'accord. L'histoire, elle est claire. L'Empire byzantin, on est la preuve. Est-ce qu'on peut transformer une société sans se transformer soi-même? Ça dépend ce qu'on entend avec se transformer soi-même. Je parle sur le plan philosophique, spirituel surtout. D'abord, pour transformer une société, il faut prendre conscience. Voilà. De la complexité de la société et de la complexité de l'être humain dans cette société. Après, on peut entrevoir... Mais prendre conscience, qui c'est qui va prendre conscience? C'est la personne. Non, mais moi je parle de la personne. Est-ce qu'on peut transformer une société sans se transformer soi-même? C'est très simple. Je traduis coraniquement. Oui. Ça vous appelez à la prise en charge de soi pour être un facteur de changement positif. Mais est-ce que c'est l'individu ou la société? Alors, promettez-moi, vous savez, on va arrêter sur ça, mais vous me promettez de m'accorder quand même le privilège de vous recevoir une autre fois et de rebondir sur cette question philosophique qui, elle, je crois, vous le devinez, vous êtes enseignant, qui va d'une importance capitale dans notre pays aujourd'hui. Avec des jeunes aussi intelligents, aussi enthousiastes. En tout cas, je vous remercie infiniment pour de m'avoir accepté. Moi, je vu et d'avoir quand même pu me supporter quand même. Moi, je monopolise parfois la parole. Même mes questions sont un petit peu longues. Je vous remercie et j'espère vous recevoir bientôt dans la même émission en pointillé. Merci infiniment. Beaucoup. Merci infiniment. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.